Bonsoir. Une soirée d'échange et d'information sur le tribunal militaire. C'est le programme que nous vous proposons ce soir dans le Live Talk. Pour en savoir plus sur cette institution, son rôle et son mode de fonctionnement, nous serons en compagnie du contre-amiral Ange Kessi. Il est commissaire du gouvernement. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Oyez, oyez, une fois n'est pas de trop, n'est pas coutume, hein, c'est au pas de course hein, qu'on va entamer cette émission. Monsieur Kouachi, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, j'avais juste envie de dire garde à vous, mais bon. Très bien, très bien. Vous avez déjà les termes. Alain Toussaint, comment allez-vous? Bien, et vous? Ouais. Vous n'êtes pas au cachot? Non, ça va, pas encore. Ça passe bien. Madame Bleu? Bonsoir à tous. Oh là là. Merci. Bonsoir, contre-amiral. On dit amiral ou contre-amiral? Amiral. Amiral, bonsoir amiral, comment allez-vous? Très bien, merci. Très très bien. Oui. Alors, dans mon oreillette, la personne qui est là-bas, pendant que vous me dites amiral, elle me dit contre-amiral. Faut dire qu'on a tous envie de... Le contre-amiral, c'est le grade. Maintenant, l'appellation, c'est amiral. C'est un peu comme vous avez le médecin, mais quand vous l'appelez docteur. On appelle le médecin docteur. Donc le titre, c'est médecin, mais l'appellation, c'est docteur. Ah. Mon titre, c'est contre-amiral, l'appellation, c'est amiral. Amiral. Voilà qui donne le ton de ce à quoi on aura droit. Un grand moment de pédagogie, donc sur tout ce qui concerne le parquet militaire. A tout de suite. Alors, on l'a dit, c'est une soirée d'échange et d'informations sur le tribunal militaire. La première question pour vous, amiral, justement. Vous êtes le premier officier général procureur militaire de Côte d'Ivoire. Vous êtes à la tête du parquet militaire depuis 1999. Et le journal Guéhi vous a confirmé en 2000. Tout se passe bien. Alors, tous ici, on s'est posé la question. Qu'est-ce qui explique une telle longévité? Quand je suis arrivé, je vais promis répondre à toutes vos questions sans faux fuyant. Mais franchement, je ne m'attendais pas du tout à cette question. Pourquoi autant de longévité? Mais c'est grâce à Dieu. C'est la question, c'est la réponse que je peux apporter, c'est grâce à Dieu. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'humilité dans cette réponse parce que c'est un peu grâce à votre travail aussi, surtout. C'est tout ce que je peux dire, c'est grâce à Dieu, mais c'est également grâce aux Ivoiriens qui ont su... soutenir nos actes ainsi que nos actions, mais je remercie également tous les présidents de la République qui se sont succédés et qui m'ont renouvelé leur confiance. Très bien. Alors, oui. Amiral, on entend souvent parler en tant que civil du tribunal militaire d'Abidjan. Quel est son rôle et comment il fonctionne au quotidien? Voilà. Comment il a été mis en place, vu qu'il a été mis en place en 99, à la faveur de... Ah non, le tribunal militaire n'a pas été mis en place en 99. Le tribunal militaire d'Abidjan existe depuis 1974. 74. Depuis 1974, mais on l'a connu en 99 avec le soubresaut militaro-politique, si vous voulez. Sinon, c'est depuis 1974. Le tribunal militaire a commencé à fonctionner en janvier 1975, après l'adoption du Code de procédure militaire en 1974, le 24 juillet 1974. Donc, si vous voulez... Et c'est en 1999 qu'on a le premier procureur de cette... Non. Le premier procureur militaire a été nommé en janvier 1975. Ah oui. Voilà. Donc, si vous voulez, je peux faire un peu d'historique. Le premier procureur militaire s'appelait Moké, général Moké. Ensuite, il y a eu le général Béda, le colonel Béda. Et ensuite, votre serviteur. D'accord. Officier général. Officier général. Et on revient à ma question. Donc, oui, absolument. Donc, je réponds à la question. D'abord, qu'est-ce qui a conduit le législateur à mettre en place, à instituer un tribunal militaire? Le tribunal militaire, d'abord, c'est une institution judiciaire, c'est-à-dire un service public qui est chargé de rendre la justice dans les armées et dans la police nationale. Au départ, c'était les armées. En 1918, la police nationale a intégré donc cette institution. Alors, notre mission, c'est de faire en sorte que tous les policiers, tous les militaires soient placés sur le même pied d'égalité en matière de justice, en matière d'application de la loi, que les civils. On ne peut pas dire que parce que vous êtes militaire, vous avez volé, vous avez tué, vous avez violé, alors vous êtes impuni. Non. Donc le tribunal militaire est garant de cette égalité devant la justice pour tous. Voilà. Donc ensuite, deuxième mission, nous sommes là pour sauvegarder l'ordre public militaire, faire en sorte que les militaires ne fassent pas n'importe quoi et sauvegarder l'éthique. L'éthique, c'est quoi? C'est l'ensemble des valeurs qui régissent la société militaire, à savoir la discipline,
l'intégrité, la probité, l'honneur et puis le don de soi. Très bien. On va revenir au cours de cette émission-là sur le... pour ne pas que les militaires fassent n'importe quoi. On note ça. Alain Toussaint. Alors, qu'est-ce qui le distingue d'un tribunal civil? Voilà. Le tribunal militaire, de façon générale, fonctionne de la même façon qu'un tribunal civil. Vous avez 3 services institués, qui sont le parquet, à la tête duquel se trouve un officier magistrat, qu'on appelle le commissaire du gouvernement, votre serviteur. Donc vous. Et le commissaire du gouvernement a, comme les autres procureurs, c'est lui le procureur, c'est un procureur de la République, et il a des substituts. Ensuite, deuxième service institué, vous avez les cabinets d'instruction. Le tribunal militaire d'Abidjan a 4 juges d'instruction, dont une femme. Et vous avez également le troisième service institué qui est le siège. Et c'est le siège qui diffère des tribunaux civils. Parce que contrairement aux tribunaux civils où les juges, où les magistrats jugent en collégialité, au tribunal militaire, nous jugeons encore comme aux assises. C'est-à-dire que vous avez un magistrat qui préside la formation du jugement et autour de lui, à gauche et à droite, vous avez à sa gauche deux assesseurs militaires qu'on appelle des juges militaires. C'est pas très bien le terme qu'il faut employer, parce que ce n'est pas des juges, en fait, ce sont des assesseurs. Et à sa droite également 2 juges militaires. Et au centre se trouve le président du tribunal qui est civil. Et ce civil, ce magistrat de l'ordre judiciaire, bon, pour simplifier les choses, je vais dire magistrat civil, on l'appelle magistrat de l'ordre judiciaire, il est choisi en fonction du grade du militaire qui est jugé. De sorte que vous avez 3 catégories de grades dans les armées. Vous avez les sous-officiers, vous avez les officiers subalternes, vous avez les officiers supérieurs et une 4e catégorie, par exemple, les officiers généraux. Donc ça fait 4. Donc vous avez donc 4 magistrats civils que le président de la République désigne chaque année pour juger les militaires. Le premier qui juge la première catégorie, c'est-à-dire de caporal jusqu'au capitaine-major, parce qu'il n'y a pas de capitaine-major dans les armées, mais il y a des capitaines-majors dans la police, c'est un conseiller de la cour d'appel. Donc il est désigné pour juger cela. Ensuite, il y a le président de chambre qui est désigné pour juger les officiers supérieurs, c'est-à-dire de grade de commandant à colonel-major. Et ensuite, vous avez les généraux qui sont jugés uniquement par le premier président de la cour d'appel. Alors, là, on parle de tribunal civil et tribunal militaire. À quel moment décidez-vous, par exemple, de traduire un corps habillé, pour parler de manière un peu populaire, devant le tribunal militaire plutôt que devant un tribunal civil? Oui, et votre question est régie par l'encadrement que fait la disposition de l'article 9 du Code de procédure militaire qui dispose ceci. Le tribunal militaire n'est compétent que lorsque les militaires ou les policiers, bon, je vais simplifier les choses, je vais simplifier les choses, toujours dire policier ou militaire, je dirais le militaire. C'est-à-dire que, entendez par militaire, policier, gendarme, militaire, marin, etc. Lorsque le militaire a commis une infraction dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice, ça veut dire quoi? Je vous prends le cas parce que je pense que nous ne sommes pas ici pour faire un cours. Nous sommes là pour des cas pratiques, pour que les gens comprennent. Pour vulgariser. Absolument. Il y a une semaine, il y a un peu plus d'une semaine, des policiers ont, dans un commissariat, donné des coups. Ils ont frappé un individu et lui ont donné la mort. Donc c'est dans le cas du travail. Vous voyez qu'il n'aurait pas pu tuer ce monsieur-là s'il n'était pas au travail. Donc ça, c'est le tribunal militaire qui est compétent. Très bien. Donc ça, c'est dans le service. Maintenant, il y a l'occasion du service. Si vous voulez, un policier qui s'en va au service, il n'est pas encore arrivé dans son service, mais sur la route, il renverse un individu. À ce moment, le tribunal militaire est compétent parce que c'est à l'occasion du service qu'il a renversé mortellement la personne. Mais en dehors de ces cas... Et si par exemple un policier est dans un maquis, justement, il est en civil, oui, absolument. Alain, je termine, il est dans un maquis et par exemple, lors d'une altercation, il blesse mortellement quelqu'un. Ça, c'est le cas contradictoire, c'est là où je voulais en venir. Dans ce cas-là, nous ne sommes pas compétents. Le procureur civil est compétent pour connaître de cette affaire. Très bien. Je voulais également ajouter qu'il y a un certain nombre de personnes aussi qui, une fois à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ne sont pas justiciables devant le tribunal militaire, même s'ils sont militaires. Par exemple, les soldats français qui sont en Côte d'Ivoire, ou bien un soldat déserteur burkinabé ou d'un pays voisin qui arrive en Côte d'Ivoire qui commet une infraction, ne sont pas compétents. Le tribunal militaire n'est compétent qu'à l'égard des militaires ivoiriens. Alors, Amiral, j'ai envie de vous demander, de poser la question, comment est-ce qu'on devient procureur militaire, même si ça tombe un peu sous le sens, mais par là même, je veux peut-être percer le mystère de cette longévité en essayant de vous demander de nous faire de façon succincte votre CV. Quel est votre parcours
pour en arriver à être procureur militaire? Est-ce qu'un Bon, civil peut devenir procureur militaire? Quelles sont les études que vous avez menées pour arriver à cela? Bon, contrairement au cas français, bon, il n'y a plus de tribunaux militaires en France, mais en France, lorsqu'il y avait les tribunaux militaires en France, c'était pour être magistrat militaire, il faut d'abord être civil avant d'être magistrat militaire. Mais ici, en Côte d'Ivoire, c'est l'inverse. Vous êtes militaire, avoir un diplôme, avoir la maîtrise ou le master 2 en droit, être admis au test d'entrée à l'Institut national de formation l'Institut national de la formation judiciaire, et l'INFEJ, et subir les 2 années de formation, 1 an de théorie et puis 1 an de pratique. Donc c'est une fois que vous avez fini cette formation, que vous rentrez et vous prêtez serment de magistrat militaire, et à ce moment-là, le président de la République choisit la fonction que vous allez exercer, soit juge d'instruction, soit magistrat du parquet. Et pour être commissaire du gouvernement, là, c'est autre chose. Je pense que le président de la République choisit parmi les magistrats militaires celui qu'il estime pouvoir remplir cette fonction dans toute sa dimension et surtout dans toute sa sécurité. Et en ce moment-là, vous êtes nommé commissaire du gouvernement. Dans votre regard, Serge, il y a une question à laquelle tout à l'heure vous disiez, c'est autre chose. Qui me turlupine depuis le début d'ailleurs, puisque vous êtes procureur militaire, c'est une chose, mais vous êtes en même temps commissaire du gouvernement. Dans mon entendement de civil, un commissaire, c'est un policier. Alors je me dis, est-ce que vous êtes le commissaire que du gouvernement? Enfin bref, qu'est-ce que c'est que la fonction de commissaire du gouvernement? Bon, commissaire du gouvernement, c'est une vieille appellation. C'est une vieille appellation qui dérive de la loi sur le code de la justice militaire en France de 1906. Et c'est cette loi que nous avons héritée en 1914. Et je tiens à vous dire que la loi qui institue le code de procédure militaire et qui après a mis en place le tribunal militaire est l'une des plus vieilles en Côte d'Ivoire qui n'a jamais été changée. Donc le terme commissaire de gouvernement a évolué. Actuellement, vous ne pouvez pas trouver de commissaire de gouvernement dans les tribunaux militaires en Afrique ou à l'extérieur. Nous sommes les seuls qui emploient ce terme. C'est d'ailleurs pour ça, c'est dans la perspective de changer cette appellation que nous avons actuellement entrepris, bien sûr avec la bénédiction et l'autorisation du ministre d'État de la Défense, de changer un peu le code de procédure militaire pour que nous puissions évoluer. Sur le code, le commissaire de gouvernement, c'est une vieille appellation. Et ça vient d'où? Vous savez, vous vous rappelez, lorsque un ministre va à l'Assemblée nationale, on l'appelle commissaire de gouvernement. Le vrai procureur militaire, ce n'est pas moi, c'est le ministre de la Défense. Et c'est le ministre de la Sécurité en ce qui concerne les policiers. Le siège, là, c'est là où je suis assis, c'est le siège du ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité. Alors, comme ils sont du pouvoir exécutif et qu'ils ne peuvent pas aller s'asseoir sur un pouvoir législatif, ils ont commis un officier qu'on appelle commissaire de gouvernement pour s'asseoir à leur place. Remarquez que lorsqu'un ministre va à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire lorsqu'il quitte le pouvoir exécutif pour aller dans le pouvoir législatif, il change de nom, il n'est plus ministre, il est commissaire du gouvernement. Donc le commissaire du gouvernement que je suis, c'est celui que le ministre de la Sécurité et le ministre de la Défense ont chargé pour les remplacer à leur siège que j'occupe actuellement. C'est pour ça qu'on parle de commissaire du gouvernement. Sinon, c'est le procureur de la République qui est le vrai nom. Alors, Amiral, on va partir de laisser la pédagogie, donc pour aller un peu plus dans les cas concrets. Et récemment, sur les réseaux sociaux, la page Facebook du tribunal militaire d'Abidjan, il a été fait référence à l'affaire Sidibé. Entre autres, donc une dame qui avait son frère qui avait été raflé et qui s'est malheureusement fait matraquer par un policier. Et dans la publication, vous avez incité les populations à se saisir du tribunal militaire d'Abidjan lorsqu'ils sont victimes d'exactions des forces armées. Mais comment on se saisit concrètement du tribunal militaire d'Abidjan lorsqu'on se sent foué dans ses droits par un membre de l'armée? Merci, j'apprécie votre façon d'introduire n'est-ce pas, les différents points que nous allons aborder, à savoir, en fait, votre question n'a rien d'autre que vous demander comment nous sommes organisés, comment est-ce que nous sommes saisis. Voilà, dans ce genre de situation, nous sommes saisis de la même façon que les tribunaux civils. Parce que tout à l'heure, nous ne sommes pas allés au bout. On a dit comment est-ce que nous fonctionnons comme les tribunaux civils, mais comment est-ce que nous sommes organisés. Nous fonctionnons également, nous sommes saisis de la même façon que les tribunaux civils. Une personne qui a eu un préjudice, qui a été battue, qui a été volée, qui a été escroquée, qui a été spoliée de ses droits, ou qui a été victime d'une infraction, a deux voies de saisine. Soit vous saisissez la gendarmerie,
la section de recherche ou n'importe quelle brigade, même s'il s'agit d'un gendarme. S'il s'agit d'un policier, vous saisissez n'importe quel commissariat ou, pour le mieux, lorsqu'il s'agit d'un crime, vous saisissez la direction de la police judiciaire ou l'inspection générale. Pour les autres infractions, vous saisissez l'inspection générale, l'escroquerie ou autre, l'inspection générale. Mais lorsqu'il s'agit d'un crime, mort d'homme, etc., vous saisissez la direction de la police criminelle. Pour les autres cas, la section de recherche ou les brigades de gendarmerie. Alors, voici donc la première voie. La deuxième voie, vous saisissez directement le tribunal militaire. Et je tiens à dire que cette forme est un peu difficile parce que tout le monde n'a pas accès au tribunal militaire. Je pense que nous en avons parlé à notre ministre d'État, ministre de la Défense, qui a été très compréhensif, comme toujours d'ailleurs, et qui actuellement étudie notre dossier pour déconcentrer la juridiction militaire en nous créant un tribunal militaire à Boaké pour que tout le monde puisse avoir accès, n'est-ce pas, au tribunal militaire. C'est une façon, n'est-ce pas, d'être beaucoup plus proche des justiciables. Et je tiens également à dire qu'évidemment, notre mission, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de réprimer les militaires, les policiers qui enfreignent la loi. Mais notre mission ne s'arrête pas seulement, n'est pas limitée à la répression. Nous sommes là également pour la formation, l'information et la sensibilisation. Mais pour cela, il nous faut des magistrats qui soient ailleurs qu'Abidjan. Parce que lorsque vous devez aller faire une conférence à Korogo ou à Tengrela, ce sera compliqué si vous quittez Abidjan. Donc une décentralisation, l'installation d'un tribunal militaire à Boaké serait la bienvenue. Mais en attendant, je pense qu'il faut faire, c'est saisir le tribunal militaire, ou saisir à l'intérieur, ou saisissez vos préfectures de police, ou bien vos compagnies de gendarmerie. Je pense qu'il vaut mieux, lorsqu'un gendarme commet une infraction, de saisir directement la compagnie de gendarmerie. Évidemment, ce n'est pas dans toutes les localités qu'il a la compagnie de gendarmerie. Mais je pense quand même que si un gendarme de la compagnie, enfin un gendarme de la brigade de tout le pleu, par exemple, la commune d'infraction, il serait difficile quand même d'aller porter la plainte à la brigade, mais je pense qu'il y a ces chefs qui sont là. Il est recommandé de porter la plainte devant le commandant. Est-ce que les populations se sentent rassurées de porter plainte contre les membres de l'armée? Avec la plainte qu'ils puissent couvrir leurs propres éléments. Oui. Non, je pense que... Il y a une solidarité aussi. Non, cette solidarité n'a pas son sens lorsqu'il s'agit d'infractions. Je pense que contrairement à ce que les gens pensent, j'ai entendu souvent les gens dire « chien ne mange pas chien », mais attention, ça, c'est pas toujours que cela est possible. Ôtez-moi d'un doute, s'il vous plaît, pour un autre cas pratique. Le statut légal ou juridique d'un élève policier, d'un élève gendarme, c'est lequel? Est-ce qu'il peut être considéré comme gendarme lorsqu'il commet une infraction, ou comme civil, puisqu'il ne l'est pas encore à l'aboutissement de sa formation? Les élèves policiers, lorsqu'ils commettent une infraction, ils ne sont considérés comme pas encore policiers, ils sont déférés devant le tribunal civil. Par contre, les élèves gendarmes, lorsqu'ils commettent une infraction, ils sont considérés comme militaires, ils sont déférés devant le tribunal. Parce qu'en fait, cette question, pour revenir à ma question, justement, pour revenir à la suite de ma question, c'est que je suis civil, je me fais molester par un élève gendarme. Est-ce que je dois aller porter plainte au tribunal civil ou alors au tribunal militaire? Vous avez été victime d'une infraction commise par un gendarme, un élève gendarme. C'est le tribunal militaire qui est compétent. Par contre, si c'est un élève policier, à ce moment-là, c'est le tribunal civil qui est compétent. Alors là, vous parliez, monsieur le commissaire du gouvernement, d'élèves gendarmes. On va juste évoquer un fait qui s'est déroulé à Agamé, je crois, il y a 2-3 semaines. Beaucoup dans l'opinion, beaucoup de personnes ont pensé que ces élèves gendarmes seraient traduits devant votre juridiction. Or, ils ont été soumis à une punition en marchant 600 ou 500 km. Qu'est-ce qui explique cette décision? C'est très simple. Lorsqu'une infraction est commise, il y a deux aspects dans la punition, dans la répression. Il y a la répression disciplinaire et puis la répression pénale. C'est dans les textes? Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Et les deux répressions, les deux autorités, n'est-ce pas, des répressions pénales, des répressions disciplinaires, sont distinctes. Autrement dit, le commandant supérieur peut infliger une sanction aux policiers, enfin aux élèves, sans que moi, en tant que commissaire de gouvernement, en tant que procureur, je fasse la même chose. Pareil, je peux également sanctionner une infraction commise par un gendarme sans que le commandant supérieur également estime que ça soit peut-être une faute à corriger, une faute à punir. Donc les deux autorités qui sanctionnent sont autonomes. Donc dans ce cas, par exemple, la première sanction qui est disciplinaire vient du commandant supérieur de la gendarmerie. Il a estimé qu'il fallait qu'il sanctionne. Mais cela ne prive pas le commissaire de gouvernement de sanctionner. Nous n'avons pas dit notre dernier mot, évidemment, c'est la preuve. Lorsqu'ils sont allés un peu plus loin en tuant quelqu'un à Bonon,
après la sanction disciplinaire, ils ont été conduits ici. Donc je pense quand même que le fait qu'ils soient punis de cette façon n'exclut pas une sanction pénale. D'accord. Est-ce que ça ne va pas rompre un peu cette envie de vous rapprocher des populations, notamment en ce qui concerne la confiance en ces institutions juridiques, puisque un civil aujourd'hui qui en moleste un autre, une fois qu'il porte plainte, on ne parle pas de sanctions disciplinaires. Alors, est-ce que ça veut dire que les militaires ou les gendarmes sont protégés par ce système-là, Ou au-dessus de la loi? au-dessus de cette loi? Merci. Est-ce que dans cette affaire de journaliste, enfin notre sœur journaliste qui a été molestée, elle a porté plainte devant le tribunal militaire? Non. Elle n'a pas porté plainte. Je crois que tout le monde, que ce soit le commandant supérieur ou moi, c'est sur les réseaux sociaux que nous avons vu cette affaire-là. Elle a dû venir porter plainte. Je lui assure que si elle avait porté plainte, les sanctions ne seraient pas limitées à marcher à Msokro ou à Daloa. Quel est le délai légal pour porter plainte? Est-ce qu'elle est encore dedans? Non, c'est le délai légal. Vous avez jusqu'à 3 ans lorsqu'il s'agit de faits délictueux, comme le coup et blessure, etc., jusqu'à 10 ans lorsqu'il s'agit de... Mais vous avez aussi pu vous autosaisir, non? Non. Justement, le procureur de la République peut s'autosaisir, le commissaire du moment ne peut pas s'autosaisir. Parce que je vous ai dit que le commissaire du moment n'est procureur qu'après avoir été autorisé par le ministre de la Défense. Le vrai procureur militaire, c'est le ministre de la Défense. Je vous ai déjà dit ça. C'est le siège du ministre de la Défense et du ministre de la Sécurité que je coupe. Je ne suis procureur que lorsque ces deux autorités, appelées autorités investies des pouvoirs judiciaires, m'autorisent à poursuivre. Donc, si vous voulez, j'ai 10 jours pour emprisonner un militaire. Dans ce cas, par exemple, si cette dame était venue se plaindre, elle allait faire arrêter ces gendarmes-là pendant 10 jours. Mais jusqu'au 10e jour, le ministre de la Défense doit m'autoriser à les garder pour les juger. S'il ne m'autorise pas, je les laisse. Et très souvent, c'est pour ça que vous voyez souvent des militaires qui sortent. On dit, mais ils ont fait telle chose, mais ils sont sortis. Pourquoi ils sont partis? Les 10 jours ont expiré sans que... il y a des poursuites, tout à fait. Je me rappelle très bien qu'en 2006, des policiers avaient été pris avec... je crois qu'ils ont fait des trafics de drogue à l'aéroport. Et je les ai mis en prison pour seulement 10 jours. Et le ministre de la Défense, enfin de la Sécurité d'alors, c'était en 2006, a mis près de 3 mois pour signer, pour me donner l'ordre. Et lorsqu'il m'a donné l'ordre, alors qu'il était déjà sorti 10 ans, 12 jours après, les avocats le savent. Ils savent que 10 jours après, lorsqu'il n'y a pas d'ordre de poursuite, c'est-à-dire que le document qui fait juger les militaires, l'affaire s'éteint. Donc, au 10e jour, ils sont zagués. Écoutez, monsieur le commissaire, il y a 10 jours sont respirés, le ministre n'a pas signé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, je suis quelqu'un qui applique la loi, je suis obligé d'appliquer. Et dans ce cas, par exemple, ils savent qu'au 10e jour, on n'avait pas signé le papier, puisqu'ils viennent et ils contrôlent, ils suivent le dossier. Ils n'ont pas suivi et je laissais ces personnes. Et lorsque au troisième mois et que le ministre a donné son accord, ces personnes sont volatilisées. Ils ne sont plus revenus en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que c'est tout ça qui fait que nous sommes en train de changer le code de procédure militaire pour que le commissaire du moment ait les mêmes attributions que le procureur, c'est-à-dire qu'il n'ait plus à attendre l'autorisation du ministre de la Défense. Bon, évidemment, je pense que la loi, en demandant, en autorisant, en obligeant le ministre de la Défense à avoir son dernier mot, c'est pour défendre l'armée. Parce qu'évidemment, comme le disait en 1982 Battenterre, le ministre Battenterre, si on permet à tout le monde de se plaindre contre les militaires, on risque de déstabiliser la défense. Pour peu, il faut aller. Donc, je pense que la défense est une institution qu'il faut protéger. Donc, je crois que le législateur a voulu cela en limitant, en encadrant vraiment la façon de porter plainte. Alors, Amiral, combien de cas en moyenne le tribunal militaire traite chaque année? Et est-ce que vous êtes saturé? Parce que bon, on sait qu'au niveau du tribunal civil, ils sont saturés en termes de traitement et de dossiers. Est-ce que vous êtes saturé à votre niveau? Combien de cas vous traitez en moyenne? Et quels sont les types de cas que vous traitez le plus lorsque vous faites des procès? Le tribunal militaire est actuellement débordé par les procédures parce que jusqu'à 1999, peu de personnes connaissaient le tribunal militaire. La preuve, mon cher ami a dit, mais écoutez, c'est depuis 1999 que vous existez. Nous n'existons pas depuis 1999. Non, ça c'est vrai. C'est depuis 1999. C'était pas moi. Depuis 1999 que les Ivoiriens ont reconnu leur droit d'ester en justice devant la justice militaire. Mais je crois que depuis 1914, nous jugeons des affaires. Depuis 1914, nous avons jugé près de 122 000 affaires. Nous avons fait arrêter 50 000 militaires. Quand on dit 50 000, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous en prison actuellement. Oui. Il y en a qui sont arrêtés, ils sont jugés, répartis, etc. Et parmi ces 50 000, il y a des généraux, il y a des colonels majeurs, etc., etc. Et au moment où je vous parle, nous avons, pour la seule année de 2020, nous avons eu 15 000 affaires, dont 336 personnes déférées
196 personnes jugées. Et au niveau des affaires, il y a le racket qui occupe une bonne place. Ensuite, vous avez l'escroquerie au concours. Et puis, vous avez également la corruption. La corruption, c'est un peu différent parce que nous sommes très peu saisis par la corruption. Parce que la corruption, c'est ce qu'on dit, la différence entre l'escroquerie au concours et puis la corruption, c'est que vous, j'arrive, je dis, écoutez, donnez-moi 100 000 francs, je vais, pour être admis à l'école qui forme comment on plante des bananes, par exemple, hein, l'école d'apprentissage des bananiers. Et puis bon, je vous donne l'argent et puis je suis admis. Vous avez gagné l'argent, moi aussi j'ai gagné l'admission. Donc c'est vous deux, il y a un qui est corrupteur et puis l'autre qui est corrompu. Il n'y a aucun problème. Quand c'est comme ça, je ne suis pas saisi. Mais l'escroquerie au concours, c'est lorsque vous allez voir quelqu'un, madame, écoutez, j'ai un réseau de concours, donnez-moi 1 million, votre enfant, bien votre frère sera admis. Ça, c'est un menteur. C'est un menteur dont l'escroquerie, n'est-ce pas, relève toujours un menteur et celui qui gagne, c'est celui qui a reçu l'argent. Puisque très souvent, celui qui donne l'argent ne gagne pas, puisque c'est faux. Il est en face d'un escroc. Donc, lorsque c'est comme ça, lorsque c'est un cas de corruption, ils ne sont jamais saisis. Parce qu'il a eu son concours. Parce qu'il y a également le corrupteur qui se sent... Il n'a jamais eu un corrupteur qui vient dire, écoutez, monsieur le commissaire du gouvernement, j'ai eu mon concours de corruption. Non. C'est lorsque... À votre niveau, amiral, il n'y a pas eu d'enquête pour pouvoir déceler des réseaux de corrupteurs? Non. Nous faisons des enquêtes que lorsque nous sommes saisis. Très bien. Et les agressions sexuelles? Vous avez les abus, absolument, les abus sexuels. Là, au moment où je vous parle ce matin, nous avons reçu une dame dont la fille de 11 ans a été violée par un militaire. Et là, j'étais tellement choqué que j'ai demandé son arrestation immédiate. Alors, je vais juste poser une question sur le racket. Vous en parlez à l'instant. En 2011, je crois que le président Ouattara avait demandé plus d'efforts pour lutter contre le racket, notamment des corps habillés. Est-ce qu'une décennie après, vous estimez que cet objectif est atteint? Oui, absolument. Parce que nous avons créé, le président de la République a créé l'unité de lutte contre le racket qui fait un très bon travail. D'ailleurs, demain à 14h30, nous avons tous les 3 mois, nous faisons le bilan de cette institution qui nous dresse des procès-verbaux, des enquêtes contre les racketteurs. Et pour la seule année de 2021, c'est-à-dire pour les 5 mois que nous avons déjà vécu, nous avons 113 dossiers de racketteurs, dont 13 sont déjà en prison, parce qu'on les a pris sur les faits. Mais le problème avec le racket, encore, c'est ça le problème avec le racket. Il faut que les gens viennent porter plainte. Je vous assure que de 2013 jusqu'à 2021, nous avons jugé 613 personnes, 613 policiers. Sur les 613 personnes, il y a une cinquantaine de victimes. Hein. Et sur les 50 victimes, il n'y a que peut-être une dizaine d'Ivoiriens. Tout le reste, ce sont les étrangers. Les Ivoiriens n'aiment pas porter plainte contre les frères. Est-ce qu'on a un numéro vert pour cette... Non, le numéro vert, c'est à l'URC, c'est l'unité de lutte contre la racket. Alors, si vous ne portez pas plainte, comment est-ce que nous pouvons être saisis et pour faire des enquêtes? Je me rappelle très bien, attention, il faut que je raconte cette anecdote, je me rappelle très bien qu'une dame avait été rackettée, c'était au carrefour policier, et j'ai envoyé le juge d'instruction qui a mis la main sur ce policier, et on demandait à la dame de venir, parce que c'est ça, le juge civil, nous avons un juge civil qui est au sein des militaires pour juger, il veut les preuves. Et c'est normal, tout juge veut les preuves. Bien sûr. Et quelle est la preuve? La dame dit, moi j'arrête, moi je ne faut pas, ils vont m'emmerder sur la route, je ne vais plus porter plainte. Et très souvent c'est comme ça, c'est l'absence de preuves, l'absence de comparution des victimes qui font que nous sommes obligés de relaxer les raquettes. Et lorsque nous relaxons les racketteurs, ils recommencent. Mais il faut qu'ils sachent que nous allons redoubler, renforcer la lutte contre les raquettes pour que le dernier racketteur soit puni et soit enlevé, n'est-ce pas, de l'espace où terrorisent les gens. Bon, je ne vais pas les terroriser parce que ce n'est pas du tout une bonne chose. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement, ces racketteurs. Récemment, notez donc les attaques ou l'attaque du camp militaire de Ndautré. Des personnes ont été interpellées. Aujourd'hui, l'enquête, à quel niveau se trouve l'enquête? Et à un moment donné, j'ai souvenir que vous avez été obligé de taper un peu du poing sur la table parce que vous auriez noté, vous auriez même menacé les personnes qui pourraient enfreindre le bon déroulement de cette enquête. C'est quoi l'histoire finalement Bon, d'abord, je tiens à dire qu'il n'y a pas une justice militaire en Côte d'Ivoire, il y a une justice tout court. Ce sont les procédures pour parvenir à un jugement qui diffère selon qu'on est tribunal civil ou on est tribunal militaire, n'est-ce pas? La saisine, l'instruction, la formation du jugement, etc. Mais nous sommes une seule justice. Alors, dans cette affaire d'attaque, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu les faits, nous sommes rendus sur le terrain et nous avons commencé l'enquête. Ce qu'on doit savoir,
c'est que l'article 9 du Code de procédure militaire est clair. Le tribunal militaire n'est compétent que lorsque les personnes qui ont commis l'infraction sont toutes, je dis bien toutes, militaires. Dès lors qu'il y a un seul civil et en temps de paix, nous sommes dessaisis. Et le même code dit, en temps de guerre, lorsqu'il y a 100 personnes qui commettent une infraction, la présence d'un seul militaire dessaisit le tribunal civil. C'est nous qui sommes compétents. Ça, c'est en temps de guerre. Mais en temps de paix, c'est l'inverse. En temps de paix, il y a 100 personnes qui commettent une infraction, un seul civil parmi les 100, s'il y a 99 militaires, un seul civil, ça nous dessaisit. Donc, lorsqu'il y a eu les faits, évidemment, notre ministre d'État, ministre de la Défense, nous a instruit d'aller expliquer à la population ce qui s'est passé plus, et ainsi que la façon dont nous allons procéder aux enquêtes. Et lorsque nous avons commencé l'enquête, on a suivi qu'après, tous ceux qui étaient impliqués dans cette affaire n'étaient pas tous militaires. Donc nous avons, pas comme c'est un rétropédalage, c'est pas comme ça nous appelons, nous avons appliqué la loi surtout. Nous avons dit, bon, il s'agit du fait que tout le monde n'est pas militaire, la présence d'un seul civil dans le groupe nous dessaisit. Vous parlez des assaillants? Absolument. Mais quelle preuve avez-vous qu'ils ne sont pas militaires? Ils peuvent être des mercenaires aussi. Non, les mercenaires ne sont pas jugés par le tribunal militaire. Tout à l'heure, je vous ai dit, le tribunal militaire ne juge que les... Quand je dis mercenaires, entre guillemets, ça ils peuvent être des soldats d'une armée étrangère qui se sont infiltrés sur le territoire. Je vous ai déjà dit ça tout à l'heure, que le tribunal militaire n'est compétent qu'à l'égard des militaires ivoiriens. D'accord. Que vous soyez français, rwandais ou que vous soyez américain, sur le sol français, vous commettez une infraction, enfin, que vous soyez militaire de ces nationalités-là, ou mercenaires ne sont pas compétents. Donc dès lors qu'on a distingué la présence d'une seule personne parmi eux qui n'est pas militaire, nous sommes dessaisis au profit du procureur civil. Même si le site qui est attaqué est un site militaire? Absolument. Absolument. Parce que, évidemment, il y a une disposition également qui prévoit qu'en temps de paix, lorsque les faits sont commis dans un établissement militaire, le tribunal militaire est compétent, mais pas dans ces circonstances-là. Parce que je pense qu'il y a parmi eux, plusieurs personnes étaient des civils. Au départ, nous avons pensé que c'était des militaires, mais on s'est rendu compte que la douzième, ou bien la suite de la procédure nous a montré qu'ils n'étaient pas tous militaires. Donc nous sommes dessaisis au profit de la juridiction des droits communs. C'est la même chose également pour Kafolo, qui a subi 2 ou 3 attaques? Kafolo, les enquêtes ne sont pas encore terminées, donc je ne peux rien dire à ce sujet. Amiral, on a parlé tout à l'heure de réticence des populations à porter plainte, même s'il y a un travail qui se fait en ce moment. Quelle contribution du tribunal militaire pour renforcer et pour édifier surtout la confiance entre les populations et les forces de l'ordre? Oui, quel est le travail que vous menez pour oui, c'est une très bonne question. La seule confiance, c'est qu'on dit le droit. Parce que, écoutez, en 2017 ou en 2016, des policiers ont tué un jeune homme à Katioula. Il y a eu des émeutes. Je crois que, paix à son âme, le Premier ministre en ce moment était ministre de l'Intérieur, le Premier ministre Alain Bakayoko, paix à son âme, était même intervenu. Alors je suis intervenu, je suis allé à Katioula, j'ai appelé le préfet de Katioula pour lui dire, pour que pareille situation ne se répète, il faut qu'il soit jugé, il faut que le tribunal militaire juge. Pour que la population nous fasse confiance, il faut que nous travaillions à mériter cette confiance-là. Et j'ai dit à la population, nous allons juger cette affaire-là. Nous allons juger, et ce policier-là, s'il est coupable, il sera puni, il sera sanctionné. Ça a été fait en 2018, où il a pris 20 ans de prison, ce monsieur-là. Et je dis aux personnes, ne brûlez jamais vos commissariats, ne brûlez jamais vos brigades, parce qu'un policier a commis un meurtre. Référez-vous, faites confiance à votre justice. Parce que très souvent, ces policiers qui viennent, qui tuent les gens, celui qui a tué par exemple à Katioula, il n'est pas de Katioula. Mais lorsqu'il tue, il y a peut-être des Amphonous ou bien d'Ara. Mais si vous, de Katioula, vous brûlez vos commissariats, c'est vous qui perdez. Si vous brûlez vos brigades, c'est vous qui perdez. Lui, dans son village, là, il a un commissariat, il a une brigade. Donc c'est vous qui perdez, non, ne faites jamais ça. Remettez-vous à votre justice. Et lorsque nous avons jugé cette affaire, j'étais content. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut que nous rendions justice pour que les gens nous fassent confiance. Et c'est cette justice-là que nous nous efforçons de faire en faisant en sorte que nos saisines soient de plus en plus transparentes et que nous montrions aux personnes, par exemple, dans l'affaire Affichi, ces gendarmes qui auraient frappé le joueur, ça fait 4, nous invitons tout le monde à venir au procès, à tel point que le tribunal militaire est devenu tellement exigu que nous avons demandé au chef d'état-major général la salle de conférence pour que la quatrième phase du jugement, c'est-à-dire le 4e procès, la 4e audience, ait lieu
n'est-ce pas, l'état-major, parce que nos salles d'audience qui contiennent seulement 100 personnes ne peuvent plus contenir. Donc tout le monde peut assister à un, Tout le monde peut à un assister. procès. Tout le monde peut assister à un procès, bien sûr. Le tribunal militaire, justement, le tribunal militaire n'est militaire que dedans, ce sont des vraies personnes qui assistent. C'est les civils. C'est les civils qui sont la plupart du temps victimes. Comme vous le dites, chien mange pas chien. Les militaires portent très peu de plaintes contre leurs amis militaires. 80% des plaintes contre les militaires sont faites par des civils. Il n'y a seulement que peut-être 20%, deux personnes qui sont grugées, un truc comme ça. Mais sinon, la plupart du temps, ce sont les civils. Donc, c'est pour ça que le procès du tribunal militaire, c'est les civils, c'est-à-dire vous qui devez assister à ce procès pour voir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on appelle les gens, comment est-ce que les gens sont sanctionnés et combien d'années ils prennent. Et surtout voir que la justice est appliquée. Absolument. Donc je pense qu'il faut que la population sache que nous ne devons pas rester dans l'intimité de nos quatre murs pour juger. Il faut que nous montrons aux gens, parce que tant que la population ne sait pas comment on juge, tant que la population n'est pas informée des peines qu'on inflige, elle ne nous fera pas confiance. C'est pour ça que moi je suis d'accord que même des procès soient filmés. Il faut que la population les sache. Je pense qu'on a la réponse à la première question. Là. Vous parliez rapidement de 113 cas de raquettes. Donc vous avez attrapé des policiers, des corps habillés convaincus de raquettes. Est-ce que dans vos investigations, vous êtes monté plus haut que ceux qui sont au bord de la route? Est-ce qu'il y a des, je ne sais pas si on vous demandait une photographie des responsabilités, quels sont ceux qui ont été condamnés parmi ces 113-là, des officiers supérieurs, etc. Non, parmi eux, c'est ceux qu'on trouve sur la place. Parce qu'on a souvent, on nous dit souvent, mais écoutez, vous condamnez les petits, vous laissez les grands alors que c'est eux qui commandent. Moi, je n'ai aucune preuve. Je vous dis que le tribunal militaire est une juridiction. Nous condamnons sur preuve. Nous envoyons les gens, nous conduisons les gens devant les juges d'instruction sur des indices. Le juge d'instruction les ramène devant la formation du jugement sur des charges et la formation du jugement condamne sur les preuves. Alors, s'ils n'ont pas de preuves, ils ne peuvent pas le faire. Alors, on dit souvent que ces policiers qui sont au bord de la route travaillent pour leurs patrons qui sont dans les bureaux. Bon, ça, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Si, j'entends souvent le dire. C'est pour ça que très souvent, nous ramenons les enquêtes jusqu'au... Mais si les gens eux-mêmes, ils le disent pas. Un policier, vous êtes pris, vous êtes condamné, vous savez que vous laissez 5 ans pour raquette. Si vous savez que c'est votre chef qui vous a envoyé, mais il faut le dénoncer. Si vous voulez aller seul en prison, mais ça tient qu'à vous, ça c'est votre problème. Vous savez très bien que c'est votre chef qui vous a envoyé. Et vous risquez, le tribunal militaire risque de vous condamner à 5 ans. Mais il faut le dénoncer. Parce que vous, quand vous allez aller en prison, je prends le cas par exemple de la gendarmerie. À la gendarmerie, vous êtes condamné à plus de 6 mois, c'est terminé pour vous. Alors c'est votre chef qui vous a envoyé, vous allez seul en prison et puis vous risquez d'être envoyé. Alors que votre chef, là, lui, pendant ce temps, il se lave les mains, il continue de travailler, il continue de bouffer, comme on le dit. Et non, dénoncez-le. Alors s'il ne le dénonce pas, moi je ne peux pas l'imaginer. Des complicités, je ne vais pas imaginer des actions ou des coactions tant que je n'ai pas la preuve. Oui, non, c'est le chef qui les envoie. Moi, je n'ai aucune preuve. Tant que ce policier ne m'a pas dit, moi, c'est mon chef qui m'a envoyé, quand j'arrive, je lui donne la moitié ou bien le cas ou bien telle portion, moi, je ne peux pas le saisir. Je n'ai aucune preuve. Mais le jour où un agent me dira, c'est mon chef qui m'a envoyé, vous allez voir que ce sera différent. Contre-amiral Ange Kessié, merci d'avoir été en notre compagnie pour ce numéro. C'est vrai qu'on aura beaucoup d'autres questions à partager avec vous, mais on sait que vous trouverez peut-être un tout petit peu de temps pour repasser sur notre plateau. Ça me ferait plaisir de revenir ici parce que le tribunal militaire, son fonctionnement, son organisation, on ne peut pas en parler en 40 minutes. Exactement. C'était très instructif en tout cas. Oui, merci d'avoir été en notre compagnie. Merci. Merci. À vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain sur ce même plateau-là pour un rendez-vous décryptage. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.